Et oui, 250 numéros de Stratpol. Et merci pour votre fidélité. Nous allons continuer à vous donner toujours plus de contenu et des contenus de plus en plus variés. Voilà, pour nous aider dans notre mission, n'hésitez pas à faire un don sur Tipeee, Patreon, Paypal, le programme Telegram payant, le canal Telegram payant. Voilà, vous pouvez également vous procurer nos livres, le livre noir de la gauche française et Ukraine, pourquoi la Russie a gagné. Les deux sont d'actualité. Alors vous pouvez vous les procurer, je remercie d'ailleurs Youssef Indy de me l'avoir indiqué, à la librairie d'Orient. J'ai vu qu'il y avait 2 librairies à Paris et ils vendent mes ouvrages. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, toujours privilégié plutôt qu'Amazon, le libraire en bas de chez vous. Abonnez-vous également à notre partenaire Géopolitique Profonde et dans le numéro de cet été, vous retrouverez Laurent Ozon, vous retrouverez également Laurent Braillard et Sylvain Ferreira. Alors Sylvain Ferreira sera présent donc à notre émission Ici Moscou, les Français parlent au français sur RT en français ce vendredi. Donc 17h en française, ne la manquez pas. Économie maintenant, et pour commencer, n'hésitez pas à aller voir en description de cette vidéo sur Divergence Service comment vous pouvez, grâce à notre aide, venir en Russie, y investir. On a toute une série de services à vous proposer. L'exportation de gaz russe vers l'Europe par le Turkish Stream, c'est-à-dire ce gazoduc qui passe par la mer Noire, a encore battu des records, puisqu'il y a de plus en plus de clients, de pays qui en veulent, y compris l'Ukraine, qui récupère du gaz russe par la Slovaquie. Le record de livraison a été battu au mois de juillet avec 1,59 milliard de mètres cubes. Et sur les 7 premiers mois de 2025, ce sont 9,91 milliards de mètres cubes, soit 6,9% de plus que l'année dernière où c'était déjà un record. Donc comme on le voit, il n'y a de toute manière rien pour remplacer le gaz russe, le pétrole russe sur le marché mondial et y compris sur le marché européen. Rappelons que les Européens achètent y compris des produits pétroliers russes transformés par exemple par l'Inde ou par n'importe quel autre partenaire. On avait expliqué, je crois que c'était en 2023, que l'Arabie Saoudite importait pour sa consommation du diesel russe et exportait du diesel, son diesel à elle, vers l'Europe. Ce qui est aussi un moyen évidemment de contourner les sanctions. L'OPEP a annoncé une augmentation de la production de pétrole de 500 000 barils jour. Alors évidemment, ça aura un impact sur le prix de vente du pétrole, donc un impact sur les revenus russes, mais ici on voit les choses plutôt avec sérénité dans la mesure où la Russie a des clients fidèles et fiables, et surtout ce n'est pas la Russie que ça embêtera le plus, ce sont les États-Unis, puisque comme on l'a plusieurs fois souligné, et nos sources encore une fois c'est la presse économique américaine, notamment Bloomberg, les producteurs de pétrole américains, de pétrole de schiste, s'inquiètent quand les prix sont trop bas, parce que l'extraction leur coûte plus cher. Donc si jamais les prix descendaient trop bas, eh bien ça forcerait la fermeture de plusieurs puits et donc une baisse de la production américaine et puis une augmentation des prix du pétrole, et c'est pas ce pourquoi Trump a été élu. Donc voilà, il n'y aura pas d'effondrement des prix du pétrole, personne n'en a besoin parmi les producteurs, y compris l'Arabie Saoudite qui a maintenant des grands projets de développement du pays hors hydrocarbures, mais pour ça évidemment il faut générer des revenus et le pétrole reste la principale source pour l'Arabie Saoudite. Rappelons encore une fois, en Russie, ça ne représente que 15% du PIB, mais évidemment 30% du budget et 45% des exportations. Voilà, on est toujours à peu près à ce niveau-là, plus, moins 2-3%. Mais on s'en tire généralement à ce niveau-là. Pétrole toujours, et Donald Trump a annoncé des taxes supplémentaires de 25% contre l'Inde sous prétexte que l'Inde voulait continuer à acheter du pétrole. Alors comme on l'a expliqué, pour l'Inde comme pour la Chine, ces livraisons de pétrole sont essentielles pour la stabilité de la production énergétique en Inde et en Chine. Donc évidemment, quand vous dirigez des pays de plus d'1 milliard d'habitants, vous ne pouvez pas vous permettre de jouer avec les sanctions. Ce que se permet un pays socialiste comme la France, c'est-à-dire de détruire une partie de l'économie pour mettre des sanctions contre un autre qui ne nous a rien fait, ou par idéologie décider d'augmenter les taxes sur le diesel pour faire plaisir aux écologistes. Et puis si les Français, si Nicolas qui paye n'est pas content, on se met à le triquer. On se souvient des gilets jaunes. Tout ça, c'est pas possible en Chine et c'est pas possible en Inde précisément, parce que ce sont des pays hyper peuplés et donc on ne peut pas jouer avec ça. Et ce qui est étonnant, j'en ai déjà parlé, notamment je crois dans mes bulletins, j'en ai parlé également dans mon livre Ukraine, pourquoi la Russie a gagné, c'est cette méconnaissance de ces données fondamentales par la classe dirigeante globaliste, notamment française. C'est comme s'ils vivaient dans un monde parallèle sans voir les obligations
qui s'impose à des États où la population dépasse, encore une fois, le milliard d'habitants. En tout cas, ces taxes de Donald Trump ont eu l'effet contraire que ce qu'il espérait sans doute, c'est-à-dire que bien tout le monde va continuer à acheter du gaz russe, notamment les pays des BRICS. Le président Lula l'a envoyé balader, ce qui donne d'ailleurs, qui confirme la bonne analyse de notre ami Nicolas Dolo, qui disait que quoi qu'il arrive, que ce soit le nationaliste Bolsonaro ou que ce soit le socialiste Lula, ces deux courants politiques défendront, quoi qu'il arrive, la souveraineté du Brésil. Et donc c'est ce qui se passe avec Lula, qui maintenant même en rajoute, qui parle ouvertement de la nécessité de sortir du dollar et qui n'a pas l'intention de plier, malgré, je crois, les 50% de taxes qui lui ont été mises. Ensuite, la Chine aussi a décidé de continuer à acheter du pétrole russe et de ne pas se faire dicter sa loi par Washington. Et le résultat de tout ça, finalement, c'est un resserrement des pays des BRICS. Et notamment, il va y avoir une visite pour la première fois depuis 7 ans du Premier ministre Modi en Chine. Donc visiter le partenaire et en même temps rival chinois. Et d'ailleurs, ce que nous avions également analysé par la presse anglo-saxonne, c'est qu'en prenant ces sanctions contre l'Inde, Trump met un coin dans le bloc de la soi-disant Indo-Pacifique. Indo-Pacifique étant le terme qui a été inventé par Washington pour remplacer Asie-Pacifique, parce que l'idée, c'est de contrebalancer la Chine en utilisant l'Inde. Or là, c'est pas une bonne solution pour se faire ami-ami avec l'Inde de lui mettre de telles taxes. Donc c'est une mauvaise manœuvre, je pense, pour Donald Trump, et je ne suis pas le seul à le penser, même la presse américaine le dit ouvertement. Donc renforcement des liens entre les BRICS, et d'ailleurs simultanément à la déclaration de Donald Trump, le conseiller à la sécurité de Modi, donc le Premier ministre indien, s'est rendu à Moscou, et donc les échanges entre tous les pays des BRICS vont au contraire se renforcer, et là aussi on peut dire que c'est un échec de Donald Trump, puisque s'il veut que les pays des BRICS continuent à utiliser le dollar, eh bien, il faut qu'il arrête l'extraterritorialité de la justice américaine quand vous utilisez le dollar. Il faut arrêter de mettre des sanctions sur le SWIFT. Il faut arrêter de mettre des sanctions sur le dollar en lui-même. Vladimir Poutine l'avait dit. En soi, lui, il n'est pas contre utiliser le dollar, mais il ne peut pas. Dernière nouvelle économique qui nous a fait particulièrement plaisir. D'après des sources satellites, la Russie est en train de reconstruire l'aéroport de Donetsk. La partie du front la plus proche de Donetsk est à peu près à 35 km, donc ça met à l'abri de pas mal de tirs de roquettes ou de munitions d'artillerie. Il y a toujours évidemment des drones qui peuvent s'abattre, il y a toujours des missiles, mais ça coûte de plus en plus cher de tirer sur Donetsk. Évidemment que l'utilisation par des avions civils de cet aéroport n'est pas pour demain, mais ça veut dire que la Russie se prépare déjà à l'étape suivante qui sera obtenue une fois la victoire russe et la paix ramenée dans ces territoires. Et il faut rappeler la charge symbolique que représente cet aéroport, puisque s'y sont déroulés en 2014 des combats épiques entre les troupes kieviennes et la résistance du Donbass. Et donc ce combat pour l'aéroport a été remporté par les défenseurs du Donbass. Donc une excellente nouvelle. Politico-diplomatique maintenant, et on va faire un peu de doctrine nucléaire, de diplomatie nucléaire, de la dissuasion nucléaire. Donald Trump a annoncé qu'il envoyait 2 sous-marins nucléaires, en gros au large de la Russie, se rapprocher de la Russie, parce qu'il n'était pas content des décisions de Vladimir Poutine. Alors, immédiatement, on peut le dire, d'ailleurs ça a été bien dit, il faut le dire, par le général Kempf, c'est du Trump. Ça ne veut absolument rien dire. Déjà, il y a normalement 14 sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins américains, et en principe, la moitié doivent être en train de naviguer dans les eaux internationales. Je crois que d'après la doctrine américaine, en fait, c'est 6. Donc 2 dans l'océan Pacifique, 2 en Méditerranée et 2 dans l'Atlantique. Je crois que c'est ça. Il y a déjà des sous-marins nucléaires au large de la Russie. Ensuite, ces sous-marins nucléaires, leur vecteur, c'est les missiles Trident 2 qui vont jusqu'à 11 000 km. Donc il n'y a aucun intérêt pour un sous-marin nucléaire lanceur d'engins de se rapprocher de la côte russe pour risquer de se faire détecter et détruire. Et au contraire, son intérêt est plutôt de rester largement au large des côtes russes. Donc voilà, c'est de l'agitation un peu à la Trump, donc pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. En revanche, on a eu le droit à toute une série de mensonges, ce qui est normal, vous me direz-vous, dans l'empire du mensonge, en disant que Vladimir Poutine, plusieurs fois, avait utilisé la menace nucléaire. Alors, je rappelle que c'est complètement faux pour 2 raisons principales. Je garde les raisons principales. La première, c'est que maintenant, depuis 2021, je crois que c'est en mars 2021, il y a une nouvelle doctrine de dissuasion non nucléaire russe. C'est-à-dire qu'avant que les Russes passent au nucléaire, ils passeront à l'hypersonique, en guise de dernier avertissement.
Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, au contraire, c'est l'annonce par Vladimir Poutine de la production en série de l'Oreshnik. Donc, l'hypersonique est un premier niveau de dissuasion que la Russie est seule à posséder et qu'elle n'a toujours pas utilisé, ni menacé d'utiliser contre l'Europe. Je parle les menaces, pas celles d'un journaliste ou voilà, de Vladimir Poutine ou de ses ministres. De la même manière qu'en 2023, lors de la réunion de Valdai, Vladimir Poutine a confirmé la doctrine de dissuasion nucléaire russe devant un des principaux stratèges russes, Karaganov, j'en avais parlé, d'ailleurs je l'avais interviewé, qui lui était pour une frappe préemptive nucléaire. Il avait notamment cité Varsovie. Et donc Vladimir Poutine a répondu que non, l'arme nucléaire russe ne serait utilisée que si l'État russe était en danger existentiel, ce qui est loin d'être le cas avec l'armée de bras cassés de l'OTAN, ou s'il y avait une attaque nucléaire sur le sol russe. Donc la dissuasion nucléaire russe, elle est affirmée, confirmée par Vladimir Poutine. Stratégie nucléaire toujours, Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a annoncé que la Russie se retirait définitivement du traité de non-prolifération des armes à portée intermédiaire, c'est-à-dire les missiles de 500 à 5500 km. C'était Donald Trump en 2019 qui avait initié cette sortie, affirmant que comme les Russes avaient des missiles Iskander, donc qui avaient cette portée et qu'ils pouvaient les équiper d'ogives nucléaires, le traité n'était plus valable et puis surtout il voulait que la Chine en signe un également. Le retrait américain est devenu définitif sous Joe Biden et donc la Russie avait suspendu sa participation et c'est confirmé qu'elle n'y rentrera pas. Tout ça bien sûr s'inscrit dans le démantèlement de toutes les structures et des accords de négociation qui avaient été mis en place durant la guerre froide à partir de 1962 pour éviter l'escalade nucléaire. Donc ça avait commencé par l'interdiction des missiles antimissiles, ça avait été ensuite d'autres de limitation de nombre des ogives, des tas de traités, les traités START, etc. Donc tout ça était très, très positif. D'ailleurs, comme je dis souvent, nos grands-parents étaient plus sages que nous. Et tout ça a été démantelé il faut le dire, par les États-Unis. Le premier à avoir agi là-dessus, ça a été George Bush Jr. quand il est sorti du traité d'interdiction des missiles antimissiles. Politico-diplomatique encore, Vladimir Poutine a enchaîné une série de rencontres au sommet. Il a eu d'abord le chef d'État du Laos, évidemment un pays dont on ne parle pas beaucoup. Ensuite, il y a eu le sultan de Malaisie, Ibrahim, rencontre qui a montré la bonne entente entre la Russie et la Malaisie. Et ça rappelle que la Malaisie n'a jamais cru aux mensonges sur le MH17, comme quoi c'est la Russie qui aurait détruit le Boeing, donc qui appartenait à une de ses compagnies aériennes. Et au contraire, a souligné qu'il n'y avait aucune preuve que c'était les Russes. Donc ça, évidemment, dans le narratif occidental, ça a été un coin qui a été largement enfoncé. Hein. Tous les détails, je les ai racontés également dans ce livre. Le MH17, je l'ai appelé le père de tous les mensonges, puisqu'une fois que vous avez accepté délibérément de tuer 298 personnes pour forcer les pays européens à prendre des sanctions contre la Russie, évidemment que tout le reste devient possible. C'est comme faire exploser Nord Stream, les tuyaux Nord Stream. Une fois que vous avez tué encore une fois 298 personnes, plus rien ne peut vous arrêter. Donc, ce qui montre bien encore une fois, c'est que la Malaisie a parfaitement compris de quel côté est le diable et que c'est pas du côté des Russes. Donc rencontre forte en symbole. Et puis la rencontre, on peut dire comme la rencontre principale qui a lieu au moment où je tourne cette vidéo, c'est celle du prince Al Zayed, désormais membre à part entière des BRICS et grand partenaire économique de la Russie, qui lui permet d'ailleurs largement de contourner les sanctions occidentales. Donc rencontre au sommet qui montre que la relation entre les Émirats arabes unis et la Russie est excellente. Politico-diplomatique toujours dans le cadre du renforcement des liens entre les pays des BRICS et notamment entre la Chine et la Russie, manœuvre militaire commune entre la flotte russe et la flotte chinoise qui montre que là aussi, encore une fois, la Chine ne se laissera pas impressionner ni par Donald Trump ni par n'importe quelle administration américaine. Le rêve de la paix par la force que l'on entend beaucoup dans les bouches occidentales ne marche pas visiblement vis-à-vis de l'Iran, puisque désormais l'Iran a déclaré qu'il n'y aurait aucune négociation directe entre Téhéran et Washington à cause des bombardements américains sur le territoire iranien. En Moldavie comme en Roumanie, c'est le modèle de la gauche française qui l'emporte, c'est-à-dire la répression. Je vous conseille vraiment, si vous voulez comprendre ce qui se passe, de lire le chapitre « La gauche française et la répression ».
de la guillotine aux Gilets jaunes, où j'explique en fait que non seulement la gauche française est structurellement répressive, mais qu'en plus elle a inspiré toutes les grandes dictatures, les Khmers rouges, les bolcheviks, hein, évidemment. Ça, c'est une réalité historique. Tous les États totalitaires ou dictatoriaux veulent copier ce modèle. On a vu également la gauche française intervenir directement dans l'élection en Roumanie pour forcer le retrait du candidat qui devait l'emporter. Et puis là, maintenant, c'est la même chose en Moldavie, où Madame Guțul, qui est la représentante de la minorité gagaouze en Moldavie, a été tout simplement condamnée sous un faux prétexte à 7 ans de prison. Elle est, je crois, la mère de 2 enfants en bas âge. Donc, c'est vraiment là le modèle de la gauche française de répression. C'est assez incroyable. Et je ne serais pas étonné que, comme en Roumanie, on y retrouve d'ailleurs la main des services secrets français dans cette affaire. Voilà. Et c'est pour ça que ce serait quand même bien que la Russie s'empare d'Odessa et fasse la jonction avec la Transnistrie. Je pense que le régime moldave baisserait d'un ton. Politique intérieure ukrainienne maintenant, le général Zaloujny, si vous vous souvenez, c'était le premier chef d'état-major de l'armée ukrainienne au début de l'opération militaire spéciale. Il a été remplacé en 2023 par le général Syrski et il a été envoyé en sinécure comme ambassadeur de l'Ukraine en Angleterre. Donc une place très, très sympathique, très, très convoitée. Et là, visiblement, il est pressenti pour remplacer Zelensky et donc il a eu droit à un reportage photo assez grotesque sur Vogue voilà, pour essayer d'en faire visiblement un candidat crédible. La grande nouvelle diplomatique de la semaine, évidemment, c'est la rencontre de Steve Witkoff, donc l'envoyé spécial de Donald Trump auprès de Vladimir Poutine, et rencontre qui a abouti à l'annonce d'une rencontre, a priori la semaine prochaine, entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Alors qu'attendre de cette rencontre? Je vais être extrêmement prudent parce qu'on sait avec Trump que ça peut partir un peu dans tous les sens. Ce qui est clair, c'est que c'est une très mauvaise affaire pour Zelensky et les dirigeants bellicistes de l'Union européenne. Et d'ailleurs, on entend leurs cris de douleur jusqu'à Moscou. En revanche, on ne sait pas trop ce à quoi ça va aboutir. Ce qui est intéressant, c'est que, comme on l'avait dit, Vladimir Poutine ne veut pas de réunion juste pour discuter, faire un numéro dans le bureau ovale comme n'importe quel Macron, Zelensky ou Starmer. Il veut que les choses soient bien préparées diplomatiquement. Donc, visiblement, c'est ce qui est en train de se faire. Il y a des propositions qui ont été faites. Et des choses pourraient être signées. Pas forcément d'ailleurs sur l'Ukraine, mais sur d'autres termes de la relation bilatérale. Cette annonce de rencontre arrive la veille de l'échéance de l'ultimatum de Donald Trump, qui avait promis des sanctions à la Russie et aux pays clients de la Russie, des sanctions secondaires. Donc visiblement, tout cela est reporté, nous verrons bien. Sur l'Ukraine, on ne voit pas Vladimir Poutine renoncer à ses exigences, ni accepter un cessez-le-feu qui permettrait au régime kievien de se réarmer. Donc si jamais il y a des concessions qui doivent être faites, ce sera par l'Ukraine, par Kiev. Là-dessus, mon attention a été attirée par une interview de Petr Pavel. Petr Pavel, c'est un ancien général de l'OTAN qui est devenu président de la Tchéquie, très russophobe, et qui pourtant a donné une interview dans laquelle il a dit, je cite, « Pour sauver l'État ukrainien, il faudra renoncer temporairement à des territoires. Il faudra faire des concessions territoriales temporaires. » Donc ça, je pense que c'est encore un narratif de la défaite. Les narratifs de la défaite, ça va être les Russes voulaient toute l'Ukraine, ils ont eu qu'un morceau. Ils ont subi une défaite stratégique, même s'ils ont gagné la guerre. Bon, ça, on l'a expliqué, c'est extrêmement fantaisiste. Et puis là, ce serait, l'Ukraine va abandonner les territoires que veut la Russie, mais c'est temporaire. Donc ça pourrait être quelque chose qui tourne autour de ça. Mais encore une fois, si les Occidentaux veulent un cessez-le-feu avant le traité de paix, les troupes d'occupation qui viennent des territoires, des nouveaux territoires russes, doivent quitter ces dits territoires. Ce qui est clair, c'est que la semaine prochaine sera riche en événements politico-diplomatiques. À suivre donc sur Stratpol. Terrorisme maintenant, le SVR, c'est l'équivalent de la DGSE en Russie, a annoncé, et nous ne sommes pas surpris, que le MI6, en utilisant des Ukrainiens, s'apprêtait à provoquer une catastrophe environnementale en s'emparant ou en faisant exploser un tanker donc russe de la fameuse flotte fantôme russe. Donc aujourd'hui, ces tankers sont devenus l'obsession des bellicistes occidentaux. On en avait parlé, il y a eu déjà des explosions bizarres qui se sont passées sur certains de ces tankers. Et en plus, Zelensky vient d'annoncer qu'il avait validé certaines opérations spéciales avec ses services secrets. Donc en fait, il s'agit évidemment des services anglais et l'objectif de détruire
un bateau chargé de pétrole et de provoquer une marée noire quelque part, et me paraît une évidence. Je suis même étonné que ça n'ait pas déjà été fait. Voilà, jusqu'où les Russes accepteront ces actes terroristes par Ukraine interposée. Encore une fois, la question se pose. Terrorisme toujours, ces images ont circulé, donc c'est lors d'un match de foot où vous avez des hooligans kieviens. Donc les hooligans kieviens, c'est le fondement des partis bandéristes. Hein. D'ailleurs, Pravi Sector, le secteur droit, c'était précisément l'endroit où se trouvaient les hooligans dirigés par Yarosh dans le stade à Kiev. Ces hooligans à Rovno, évidemment dans l'ouest de l'Ukraine, se sont filmés en train de ziguer copieusement et de crier le cri de ralliement bandériste Slava Ukraini. Alors évidemment, ça a choqué beaucoup de monde, mais moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est pourquoi ces jeunes garçons, donc, qui doivent avoir en moins de 25 ans, donc ne sont pas mobilisables, mais pourquoi ils ne sont pas volontaires ? En Russie, les patriotes russes, ils sont volontaires. C'est pour ça que la Russie n'en manque pas. Et donc, vous avez une armée extrêmement jeune parce que les volontaires sont jeunes. Et eux, au lieu d'aller regarder des matchs de foot et de faire des zigues, allez sur le front, chers amis. Qu'est-ce qui vous retient ? Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est un point extrêmement important de l'utilité des bandéristes à l'intérieur du régime. Si ces bandéristes-là ne vont pas se battre, c'est qu'ils sont les piliers du régime. Ils sont là pour organiser la répression. Et c'est d'ailleurs, lorsque par exemple Azov fait des campagnes de publicité pour recruter, il ne s'agit pas de devenir un héros de guerre, il s'agit au contraire d'être préservé. Et comme on le voit, les unités Azov ou liées à Azov, elles ont le droit de se replier quand ça tourne au vinaigre et pas de se battre jusqu'à la dernière cartouche. On l'a vu à Avdiivka, ce sont des unités très peu combatives finalement. Ils sont très bien équipés, mais on les préserve parce que leur mission, elle est avant tout politique. Et donc cette jeunesse-là, bandériste, est préservée pour pouvoir être utilisée comme des unités de représailles, le cas échéant, contre la population civile. Alors maintenant, la Russie a mené plusieurs manœuvres maritimes, donc dans les différentes mers qui entourent le pays. Alors, ce qui est la première chose importante à souligner, c'est que la Russie est un pays en guerre, mais qui est quand même capable de faire des manœuvres militaires pour les troupes qui ne sont pas concernées par cette guerre, puisque la marine russe n'est pas concernée en dehors des frégates lance-missiles. La deuxième chose, c'est que la Russie a montré qu'elle avait développé ses propres drones marins ou sous-marins, sur le modèle de ce qu'a mis en place l'OTAN, essentiellement les Britanniques, pour les opérations maritimes en mer Noire, par proxy ukrainien interposé. Donc là, on a vu effectivement que la Russie a développé également ses propres drones. Armement toujours, les Russes ont commencé à utiliser massivement les Gueran, c'est-à-dire les drones donc, qui ont été copiés sur les Shahed iraniens, mais sauf que les Russes y ont mis un moteur à réaction et il est de plus en plus manœuvrant, de plus en plus rapide et il commence vraiment à poser un problème à la défense antiaérienne otano-kievienne qui en plus était déjà largement dépassée. À côté de ça, on a eu des statistiques tout à fait significatives puisqu'on est passé de 426 lancement de drones en juillet 2024 sur les arrières ukrainiens à 6297 en juillet 2025. Et ça ne va aller qu'en augmentant. Et là, évidemment, ça montre la supériorité russe dans ce domaine. Empire du mensonge maintenant, et je vais commencer par un petit gamelin, c'est notre gamelin Richoux, donc qui est constructeur sur LCI, le général Gamelin Richoux, qui a sorti cette comparaison absurde parce que, comme on l'a dit la semaine dernière, Tchassov-Yar est tombé et il a voulu relativiser cette défaite otano-kievienne en disant que là, mais ça a duré plus d'un an, les Russes n'avancent pas vite, regardez, Stalingrad, ça a été beaucoup plus rapide. Donc, comparer Stalingrad, qui était le Schwerpunkt, le point d'effort principal de l'Allemagne à la fin de l'année 1942 et au début de l'année 1943, donc, où tous les moyens possibles et inimaginables avaient été envoyés, pareil du côté russe, à une bataille sur une ville comme Tchassov-Yar, qui finalement n'est qu'une bataille parmi tant d'autres qui se déroulent sur toute la ligne de front, selon ce que j'ai analysé comme étant la stratégie Broussilov. C'est totalement idiot. Mais bon, sur LCI, on n'est pas surpris. Empire du mensonge encore, et nous allons revenir sur les techniques de mensonge de l'Occident dégénéré. Alors c'est une technique qui a été utilisée au sujet du sida dans l'armée russe, puisqu'on a vu apparaître des gros titres comme quoi il y avait 2000% de plus de malades du sida dans l'armée russe, et c'était dû aux rapports sexuels non protégés, c'était dû à l'utilisation des seringues, etc., etc. Et donc cette information a été reprise dans tous les médias, évidemment sur LCI, et c'est du grand n'importe quoi, et j'ai voulu remonter pour savoir d'où ça venait. Et j'ai découvert qu'en fait, la technique de mensonge est la même que celle qui a été utilisée par l'IFRI. Vous vous souvenez, on avait une analyse sur la pensée militaire qui était faite par Dominique Vinnick, je crois, donc sur la pensée militaire russe.
Et donc, dans cette analyse, il y avait des citations du magazine russe La Pensée russe, Russki Mysl. Ce qu'a affirmé Melaton dans son exposé n'avait soit rien à voir avec l'article, soit l'article disait même le contraire. Donc, c'est une technique de mensonge que j'ai plusieurs fois relevée dans les médias otano-kieviens, et notamment dans les médias qui sont des médias en langue russe, mais financés par les fonds occidentaux. Et là, c'est exactement la même chose auquel on assiste. Donc, tout d'abord, l'origine de ce mensonge, c'est Carnegie Politica, donc, qui est un think tank néoconservateur, qui est animé par des liberalnais ou des gauchistes, si vous préférez, russes. Et donc, j'ai lu l'article en question et je suis allé voir toutes les références. Le premier type de référence, c'est qu'il s'autocite, c'est-à-dire qu'il cite des médias qui sont, par exemple, la Deutsche Welle, c'est-à-dire des médias qui sont des médias occidentaux, donc qui ne sont pas du tout des médias objectifs. Voilà. Et donc ça aussi, c'est une technique assez souvent utilisée, c'est-à-dire que Le Monde cite Le Figaro, qui cite Libération, ils se citent tous entre eux, mais finalement, quand on va chercher l'origine de l'information, c'est un mensonge. Et lui, il cite un fanzine russophone qui s'appelle Vertska, qui a été monté par une ancienne de Doge TV, donc c'était la télé financée par l'Union européenne, des télés en langue russe, qui maintenant émet de Vilnius. Donc c'est un média qui ne peut pas du tout être considéré comme une source objective. Vertska reproduit le système de mensonge de Carnegie Politica, c'est-à-dire en citant de la presse pro-OTAN, financée par l'OTAN, par l'UE, etc., tout ce que vous voulez. Donc pas fiable. Sauf un article qui est tiré d'une publication du service de santé des armées russes. Il concerne l'augmentation des cas de sida à Kherson, et la manière dont c'est expliqué donc, dans l'article de propagande en russe, c'est que en fait, à cause de l'armée russe, il y a une augmentation des cas de sida dans la région de Kherson. En gros, c'est ce qui laisse entendre. Donc je suis allé voir cet article du service de santé des armées russes, et en fait, c'est pas du tout ça. Ce qu'explique l'article, c'est qu'il y a un risque pour les soldats russes à cause du sida dans la région de Kherson. Pourquoi ? Parce que le système de santé ukrainien était bien moins performant que le système russe en matière de détection du sida, en matière de tests. Puisque d'après les chiffres officiels, dans la région de Kherson, en 2020 et 2021, il y a moins de 5% de la population qui a été testée, contre, à l'époque en Russie, 25%. La Russie teste énormément. C'est aussi pour ça qu'elle détecte beaucoup plus de cas de sida, parce qu'elle teste beaucoup plus. Et donc c'est ça qui inquiète les médecins militaires russes, et notamment avec le mouvement de population qui a suivi le moment où la Russie s'est retirée de la rive droite de Kherson. Donc c'est de ça dont il est question. C'est de la faiblesse du système de santé ukrainien avant l'opération militaire spéciale. Et si vous vous en souvenez, je vous en avais rappelé, je crois que c'était en 2023, je revenais du Donbass et j'avais pu en parler avec un médecin militaire russe, et je me plaignais en disant c'est vraiment pas normal que les contrôles à la frontière de ce qui était devenu des régions russes soient aussi stricts. Et il m'a expliqué pourquoi, je crois que j'en avais parlé dans le bulletin à l'époque, c'est qu'en fait, les Russes ont récupéré des données médicales des régions dont ils se sont emparés, et qu'ils ont découvert des maladies, comme dirait Dieudonné, du Moyen-Âge. Et qu'en fait, ils ont des listes de gens malades avec des maladies qui ne sont pas soignées, qui traînent ou qui ont été mal soignées. Et en fait, le contrôle qui est fait à la frontière entre les nouvelles régions et la Russie, eh bien, sont faits notamment, bon, évidemment, pour éviter les actes terroristes, les trafics d'armes, etc., mais également pour éviter que des maladies qui sont apparues dans une Ukraine tiers-mondisée, eh bien, se répandent en Russie. C'est ça, en fait, que confirme cet article, qui est utilisé de manière mensongère, de manière éhontée, par évidemment tous les médias occidentaux qui délibérément ne sont pas allés vérifier leurs sources. Pour en finir avec cette question du sida en Russie en général, c'est un argument qui est souvent utilisé pour dire qu'en Russie, tout va mal, le système de santé ne fonctionne pas. Alors qu'en fait, c'est exactement l'inverse. Je vous disais, en 2023, officiellement, la Russie a testé 30% de la population. Aujourd'hui, je crois qu'on a même atteint 35% en 2024 et 2025, d'après ce que j'ai lu, où on va atteindre 35%, c'est-à-dire 3 fois plus que la France, qui teste 11% de sa population, qui a testé 11% de sa population. J'ai vérifié, vous pouvez aller voir les chiffres. Donc en fait, vraisemblablement, la France a 3 fois plus de cas de sida, simplement on n'est pas au courant, parce qu'on ne teste pas assez. Finalement, ce mythe du sida ou des maladies vénériennes dans l'armée russe, c'est aussi une forme de pensée bunker, dans la mesure où les conclusions qui sont tirées par les médias de l'empire du mensonge, eh bien, c'est que l'armée russe va s'effondrer de l'intérieur, minée par le sida. Donc là aussi, on est vraiment dans de la pensée bunker. Mais ce n'est pas la seule pensée bunker, et voilà le vrai moment bunker de la semaine. Das war ein Befehl!
Le moment bunker de la semaine, c'est le mythe des oligarques russes qui vont pousser Vladimir Poutine à faire des concessions. Les seuls à pouvoir avoir de l'influence sur Vladimir Poutine et à pouvoir le faire reculer. Pour la première fois, le cercle intime du président russe exige qu'il mette fin à la guerre militaire, armes, finances. La Russie serait épuisée et le chef du Kremlin serait sous pression de l'élite russe qui plaide pour un accord, alors que Steve Witkoff, l'émissaire de Trump, a été reçu une information qui vient de la presse russe qui peut changer la donne à 48 heures de l'ultimatum donné au président russe par le président américain. Je suis désolé, la qualité n'est pas très bonne. Je remercie Bruno de m'avoir envoyé ces enregistrements d'écran. Donc ça, c'est ce que j'ai appelé dans mes travaux le syndrome Paul Ier. Paul Ier, c'est un empereur avec qui s'entend bien Napoléon au début des guerres napoléoniennes et qui ne plaît pas du tout aux boyards, aux commerçants de Saint-Pétersbourg qui gagnent beaucoup d'argent avec le commerce avec l'Angleterre. Et donc, qui décide de l'assassiner. La légende voulait que l'ambassadeur d'Angleterre soit dans la pièce d'à côté. Bon, c'est faux, mais ça montre bien que, effectivement, l'idée, c'est que des gens qui ont intérêt à faire du commerce avec les Occidentaux vont vouloir soit tuer Poutine, soit le renverser, soit le pousser à capituler. Donc ça, c'est une idée qui était, et c'est pour ça d'ailleurs qu'en 2022, même des milliardaires qui étaient plutôt hostiles à Vladimir Poutine, comme Friedman par exemple, eh bien, se sont pris des sanctions. Alors finalement, dans les tribunaux, ils s'en sont sortis, mais l'idée, c'était ça, c'est qu'on va tous les punir, et comme ça, ils vont faire la révolution contre Vladimir Poutine, ils vont mettre Navalny président, et il va découper la Russie en rondelles. C'était un peu l'idée. Évidemment, ça n'a pas marché. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'oligarques. En Russie, il y a des milliardaires, et ils n'ont pas de pouvoir politique. Et d'ailleurs, quand on a demandé à Poutine ce qu'il pensait du fait que beaucoup des yachts avaient été saisis sur les côtes françaises ou italiennes, la seule réponse qu'il a dit s'il les avait garés à Sochi, il serait toujours à eux. Donc les sanctions contre les milliardaires, puisqu'il n'y a pas d'oligarques, ont au contraire permis à Vladimir Poutine d'obtenir ce qu'il demandait depuis 25 ans, aux oligarques de venir réinvestir en Russie. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'argent en Russie en ce moment. C'est parce que en fait, finalement, eh bien, ils se sentent plus en sécurité en Russie que dans les banques européennes. Dès que votre fortune commence à avoir une certaine taille critique. Donc là aussi, on est en plein dans la pensée bunker. Considération militaire générale, on a encore eu une information intéressante de députée du parti de Zelensky qu'on avait déjà cité, Madame Anna Skorokhod, qui a déclaré qu'en fait, il y avait eu 400 000 désertions dans l'armée ukrainienne. 400 000 désertions. Voilà. Et après, on nous parle de l'héroïsme de l'armée otano-kievienne. Il ne faut quand même pas pousser, et de la volonté de résistance de l'armée ukrainienne qui peut tenir quasiment indéfiniment contre Vladimir Poutine. Tout ça, c'est du grand n'importe quoi. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'une fois de plus, c'est des informations qui viennent des députés de la Rada. La semaine dernière, il y avait un député qui avait dit aussi que les soldats ukrainiens étaient traités comme des esclaves. Ça explique les 400 000 désertions, d'ailleurs. On a également aujourd'hui la publication un député de la Rada qui explique qu'en fait, le matériel qui a été donné par les Occidentaux, c'est de la ferraille. Encore une fois, nous l'avions dit sur Stratpol depuis le début. Donc de plus en plus d'informations sont en train de filtrer. Autre information qui a filtré, c'est une pétition organisée par 1000 prisonniers ukrainiens en Russie que l'Ukraine ne veut pas récupérer, ne veut pas échanger. Alors on m'a posé la question de savoir pourquoi. Je pense qu'il y a deux raisons. La première, c'est que Kiev veut absolument récupérer ces bandéristes, ceux notamment qui étaient à Mariupol, qui avaient mis la ville en coupe réglée pendant 8 ans, et qui ont commis des crimes de guerre, et qui la plupart ont été condamnés comme des droits communs. Donc ils sont plus des prisonniers de guerre, ce sont des droits communs, ils ne seront pas échangés. Il y en a quelques-uns que Vladimir Poutine avait finalement accepté d'échanger en 2022, mais ça ne se reproduira pas. En tout cas, on me l'a répété, j'ai posé plusieurs fois la question et on me l'a confirmé. Donc, c'est ces prisonniers-là que veut récupérer Zelensky. Le problème, c'est que l'Ukraine a peu de prisonniers russes et donc c'est les Russes qui décident de ce qu'ils donnent. Et donc, cette liste a été refusée pour cette raison. Et la deuxième raison, je pense aussi, c'est la corruption. C'est-à-dire que vous êtes la famille, l'épouse, la mère des soldats ukrainiens capturés. Eh ben, faut vous cotiser et trouver la bonne personne à payer pour que la personne échangée soit sur la liste. Voilà. Je pense que ce sont les deux raisons. Et finalement, c'est une république bananière et il n'y a absolument rien de surprenant. Et ce qui va être intéressant en revanche, c'est de voir la réaction des familles de ces prisonniers.
Dernière considération militaire générale, c'est ce sondage qui est paru en Allemagne, où on découvre que 16% des Allemands seraient prêts à défendre leur patrie. Donc c'est assez inquiétant pour une nation. Je me demande quel est le pourcentage en France, j'espère qu'il est bien meilleur. En tout cas, ce qui est clair, c'est que aujourd'hui, on a la déclaration d'un côté de Friedrich Merz qui dit qu'il veut que l'armée allemande soit la plus grande d'Europe, la plus puissante d'Europe, après la Russie, j'imagine. Mais avec quoi? Avec qui? Une armée d'une nation avec des citoyens qui ne veulent pas se battre, ça ne peut pas être l'armée la plus forte de quoi que ce soit. Et donc il y en a 16% qui sont prêts à se battre pour leur pays, mais combien sur ces 16% sont prêts à aller en Ukraine se faire découper par Ivan comme il y a 80 ans, hein. Donc à mon avis, il n'y en a pas beaucoup. Donc encore une fois, tous ces discours bellicistes européens cachent en fait une énorme impuissance, qui est une impuissance industrielle, ça on l'a dit, qui est une impuissance organisationnelle, et qui est une impuissance humaine, démographique. Les Allemands ne veulent pas faire la guerre, je pense que les Français c'est pareil, en tout cas pas en Ukraine, et c'est pareil également pour les Anglais. Et nous revoilà sur la carte des opérations militaires. On va commencer par les frappes dans la profondeur, celles qui ont été significatives. Les Otano-Kieviens ont frappé à 2 endroits, à Novokubichevsk, à la raffinerie, donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une explosion comme ça, il y en avait beaucoup il y a un an si vous vous souvenez, et là et visiblement, les Russes avaient trouvé une parade. Mais là, ça n'a pas fonctionné. Il y a également une frappe otano-kievienne sur un dépôt de carburant à l'aéroport de Sochi, qui a pu être observé par les passagers de l'avion. Du côté russe, on a frappé sur le port fluvial d'Izmaïl, ici. On a frappé également à Ochakov. Et selon certaines sources anglo-saxonnes, les Russes, par un coup de commando, ont réussi à s'emparer de plusieurs officiers anglais. Mais ça n'a absolument pas été confirmé par aucune source fiable, donc à prendre avec des pincettes. Les Russes ont frappé à l'intérieur de la ville de Kherson et ils ont détruit le pont qui sépare la ville principale de l'île Karabel ici. Donc il y a 2 explications. Les Russes veulent lancer une opération amphibie pour franchir le Dniepr et reprendre Kherson. Ce serait compliqué et risqué, évidemment, parce que le Dniepr, c'est pas facile à franchir. Et puis, il faut après pouvoir maintenir une ligne logistique, hein. C'est ce qui avait poussé les Russes à quitter précisément la ville de Kherson et à détruire le pont principal ici, le pont d'Antonovka. Donc, à voir. L'autre explication qui me paraît plus plausible, c'est qu'il s'agit surtout de forcer les Otano-Kieviens à envoyer des renforts ici au cas où. Et on sait que l'Ukraine a un problème d'effectifs absolument important. Voilà. Plus à l'ouest, il y a eu une contre-offensive otano-kievienne ici vers Kamianskoye, mais qui n'a rien donné. Les Russes renforcent leur position en direction de Zaporozhye et de Dniepopetrovsk. En voilà, ils se sont emparés de la localité ici, qui est dans la région de Dniepopetrovsk. Plus au nord, les affaires tournent très très mal pour les otano-kieviens dans la ville de Pakrovsk. Donc les Russes se sont emparés de cette localité-là, puis de celle-là, et donc de toute cette partie-là, et mènent des raids à l'intérieur de la partie qu'ils ne contrôlent pas encore à Pakrovsk. Au nord aussi, la pince se referme. Les Russes se sont quasiment emparés de Liman, ici. Ils se sont emparés de cette localité-là et ont commencé à pénétrer dans ces autres localités. On les voit qui s'avancent vers cet axe qui va à terme être coupé physiquement par les Russes et leur offrir encore une fois un espace opérationnel tout à fait intéressant. Les Russes sont en train de liquider le chaudron avec ce qui reste de troupes otano-kieviennes à l'intérieur. Ils sont entrés dans Katerinovka. Ils sont également entrés dans la localité d'Alexandro-Shultino, qui est le dernier obstacle à partir de cet axe sur la route vers Konstantinovka. Plus au nord, du côté de Seversk, que j'ai mis à jour, mais en fait la localité était déjà prise depuis quelque temps par les Russes, donc la localité de Vyamka, ici. Au nord de la rivière Donetsk, les Russes ont également avancé dans le massif forestier et vraisemblablement ont créé un petit chaudron à cet endroit-là. Les Russes ont pour de bon cette fois libéré la ville de Torskoye et se sont même offert le luxe de passer de l'autre côté de la rivière Jerebet et de pénétrer à l'intérieur de Zarychnoye. Ils ont liquidé la résistance ukrainienne à l'intérieur de Kolodezi. Pour Belogorovka, je ne sais pas exactement ce qui s'y passe. On est toujours dans l'axe vers Liman et là aussi les Russes ont amélioré leur position plus à l'ouest en pénétrant à l'intérieur de la localité de Seredino, ici. J'enlève la ligne de front de la semaine dernière. Voilà où nous en sommes le jeudi 7 octobre 2025. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire encore une fois sur tous nos réseaux sociaux, sur Twitter. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder le bulletin sur Twitter. C'est une très bonne chose, c'est en bonne qualité, mais c'est pas une raison pour pas s'inscrire. Et en plus, je suis très déçu parce que nos abonnés sur Telegram diminuent.
on diminue alors qu'on augmente sur Twitter, on diminue sur Telegram. Il ne faut pas sacrifier un réseau pour un autre. Voilà, il faut on est à 73 000 abonnés sur Telegram, il faut qu'on monte à 75 000 et qu'on aille vers les 75 100 000. Donc, envoyez le lien à vos amis. Il y a beaucoup de contenu. La plupart du contenu sur Telegram, c'est du contenu Stratpol. On reprend très peu, donc vous ne serez pas saturé par des informations que vous avez déjà reçues par 10 autres canaux. Le canal Stratpol est vraiment quelque chose d'unique. Voilà, je compte sur vous pour vous y inscrire. Et puis, n'hésitez pas également à prendre des cours de russe avec notre partenaire Logios. Et puis, à vous rendre en Russie. Venez visiter ce pays fantastique. En tout cas, les nouvelles sur le front sont excellentes. Les nouvelles diplomatiques, n'en parlons pas. Et puis, les nouvelles économiques aussi sont bonnes. Donc, tenez bon, courage, on les aura.